Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous ce matin, d'être connectés ou d'être en présentiel. Cette deuxième table ronde donc, est consacrée aux réfugiés et au recrutement. Et si vous embauchiez un réfugié? Depuis plusieurs années, en dépit d'un niveau élevé de chômage global, plusieurs métiers sont considérés en tension dans la mesure où les employeurs ne parviennent pas à recruter le personnel dont ils ont besoin, soit parce que les métiers sont jugés peu attractifs par les nationaux, dans le BTP c'est le cas, dans la restauration, ou parce que les compétences requises se trouvent en nombre insuffisant. C'est le cas par exemple des métiers dans l'informatique ou de la médecine. Les employeurs concernés se plaignent de la complexité des procédures de recrutement à l'étranger, notamment parce qu'il faut démontrer que l'on ne parvient pas à recruter un Français sur le marché du travail national. Que fait justement l'Europe pour favoriser l'intégration professionnelle des migrants? Comment, en tant que chef d'entreprise, vous pouvez embaucher des réfugiés? Quels acteurs agissent pour l'insertion des migrants? C'est ce que nous allons voir durant cette prochaine heure avec mes trois invités. D'abord, Sylvie Guillaume, qui est en duplex depuis Lyon. Bonjour Sylvie Guillaume. Vous êtes la députée européenne du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates et puis membre aussi de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Bonjour Sylvie, enchantée. Bonjour. À mes côtés, Evelyne Douot. Bonjour Evelyne. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle formation et emploi de l'association sociale et médico-sociale de Passerelle. Depuis plus de 30 ans, cette association accompagne des personnes sans emploi dans leur démarche d'insertion professionnelle. Vous nous en direz plus tout à l'heure. Et puis, Didier Vallat. Bonjour Didier. Vous êtes le directeur général de Kuhn Audureau, une entreprise basée en Vendée et spécialisée dans la fabrication de machines agricoles. Vous êtes aussi élu de la CCI de Vendée et votre entreprise donc a recruté Noureddine, un Afghan. Vous nous direz tout cela tout à l'heure. Pour ceux qui sont dans la salle présents, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y aura à la fin donc un temps d'échange prévu. J'aimerais d'abord, pour commencer cette table ronde, donc consacrée aux réfugiés et au recrutement, poser un cadre avec vous, Evelyne Douot. Qu'est-ce qui se cache derrière le mot finalement réfugié? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un demandeur d'asile, un réfugié, un migrant ou même un débouté demandeur du droit d'asile? Oui, effectivement, sous tous ces termes-là, il y a plusieurs réalités administratives qui se révèlent. Donc, on entend dans le langage commun parler beaucoup des migrants. Et en fait, derrière le mot migrant, il y a tous ces différents statuts qui vont de la demande d'asile aux bénéficiaires de la protection internationale et aux déboutés du droit d'asile. Donc, concrètement, ça correspond à des personnes qui ont fui leur pays pour des raisons de persécution, de guerre, de menaces politiques et menaces sur leur vie ou celle de leur entourage, et qui arrivent en Europe et particulièrement en France, et qui vont suivre un processus administratif ils vont déposer une demande d'asile, et puis le temps de cette demande, ils attendent en fait le statut que va proposer l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et l'OFPRA va statuer si effectivement ces personnes peuvent être bénéficiaires, sont reconnus comme réfugiés politiques et donc obtiennent un statut et ont vocation à rester sur le territoire, à s'installer durablement sur le territoire, puisqu'ils n'auront plus la possibilité de retourner dans leur pays d'origine. Et puis, certaines personnes ne vont pas obtenir le statut. Et donc, il s'agit à ce moment-là des déboutés du droit d'asile. Mais pour autant, ces personnes-là ne retournent pas forcément dans leur pays et vont s'installer également, elles, durablement en France, et vont devoir pouvoir justifier de leur présence administrative pour obtenir un statut, un titre de séjour, et ça va passer par plusieurs biais que vont être une régularisation suite à une problématique de santé, mais aussi beaucoup par l'intégration professionnelle. Donc voilà, les bénéficiaires de la protection internationale, les réfugiés politiques, eux, ont un statut de droit commun et ont tout à fait le droit de travailler comme n'importe qui avec un titre de séjour ou une pièce d'identité.
Et comment maintenant je demande un visa de travail? Parce que certains obtiennent leur visa de travail, d'autres pas. Là aussi, c'est compliqué. Pour des chefs d'entreprise, j'imagine qu'ils ne savent pas forcément. Donc une personne qui a le statut de réfugié, qui est bénéficiaire d'une protection internationale, n'a pas besoin de demander un document spécifique, puisqu'il a un titre de séjour avec autorisation de travail. Donc là, il n'y a pas de démarche particulière à faire. Et donc ça, voilà, ça concerne quand même une majorité du public. Et puis pour certains, effectivement, qui n'auront pas de titre de séjour, auquel cas, effectivement, l'entreprise doit faire une démarche administrative pour pouvoir demander à recruter cette personne-là et à voir que la personne obtienne une autorisation de travail. Voilà, donc c'est une démarche qui se fait aujourd'hui depuis quelques semaines en ligne. D'accord, donc c'est plus simple au moins. Oui, c'est plus. Après, voilà, après, il va falloir voir effectivement l'effectivité derrière, mais la démarche est plus simple. Sylvie Guillaume, quel rôle joue l'Union européenne en matière d'asile et de migration, justement? Quelles sont les compétences de l'Union européenne en termes d'ordre juridique, politique? Merci de votre invitation d'abord et de votre question. Je trouve que la façon dont vous avez abordé les choses est très très importante parce que vous démontrez, contrairement à quelques habitudes bien connues dans notre pays, une opportunité réellement d'appuyer sur l'optimisme de certaines démarches. Donc, je voulais juste prendre 2 précautions oratoires. D'abord dire que moi, je suis une parlementaire européenne. Je me nourris évidemment de tout l'apport des contacts et des échanges. Et celui-ci est un exemple tout à fait important pour concevoir la loi. Et de concevoir cette loi avec 27 regards d'États membres différents, avec des législations différentes, dont la vocation est évidemment l'harmonisation, mais dans des conditions qui ne sont pas toujours très très simples, puisque les compétences ne sont pas les mêmes selon les différents États membres. Et la deuxième précision, Madame Douau vient de lever cette question. On vous entend. Moi j'ai un problème avec le son. Ce sont les aléas du direct. On vous entend. De me sortir avec un son qui n'est pas excellent. Et la deuxième précaution, elle a été levée par Madame Douau parce qu'elle a exprimé de façon très concrète, parce que je ne fais pas moi, les conditions d'accès à l'emploi. Donc pour répondre à votre première question, d'une certaine manière, je vais vous dire que le rôle de l'Union européenne, c'est de trouver, d'adopter, de travailler et d'adopter ensuite des règles communes, s'agissant à la fois des questions de migration et d'asile. Et pour cela, il faut d'un côté qu'elle en ait les compétences, c'est-à-dire que les traités lui donnent cette compétence. S'agissant de migration et d'asile, ces compétences existent dans le traité d'Amsterdam depuis 1999. Et ensuite, la deuxième condition, il faut évidemment que les États membres décident d'agir en commun sur ces questions. Et c'est là où ça se corse un tout petit peu, puisque dans des domaines aussi importants, par exemple, que le contrôle aux frontières extérieures, le fonctionnement de Schengen, c'est-à-dire les frontières intérieures, ce sont des politiques qui sont confiées à l'Union, mais qui ne fonctionnent pas forcément toujours très très bien quand on les regarde du point de vue national. Deuxième grosse compétence sur la migration et l'asile, c'est la lutte contre la migration clandestine et la gestion des retours. Là aussi, c'est un accent très très fort qui est posé par les pays européens sur la lutte contre la migration clandestine, mais les retours ne fonctionnent pas très bien. C'est le retour des personnes qui sont clandestines et qui n'ont pas de vocation à rester sur le territoire français. Troisième grand secteur des rôles de l'Union européenne, c'est, vous y avez fait allusion, l'asile. C'est une politique réellement européenne, tout à fait intégrée avec un régime d'asile commun européen. On pourra y revenir si vous voulez. Et puis, il y a toute la partie, alors c'est les deux derniers, c'est un peu les parents pauvres. Je vais terminer malheureusement par un parent pauvre. Mais le quatrième grand domaine, c'est la coopération avec les États sources de migration, en matière donc, de migration. Comment on a des partenariats avec les pays tiers pour avoir quelque chose qui soit plus régulé en matière de migration. Et puis enfin, il y a la migration légale, qui est très sujette aux questions de souveraineté nationale. Donc, il y a un cadre juridique qui existe, mais qui est quand même assez peu fourni, assez peu dense. Évidemment, il y a tout un tas de secteurs dans lesquels la migration légale existe,
mais notamment, et on y reviendra peut-être à la fin enfin, dans une question future, sur la migration légale de travail, il y a assez peu de choses qui existent. On sait que le regroupement familial, ça existe, que le statut des étudiants aussi est important. On parlera peut-être de la carte bleue tout à l'heure. Mais en matière de migration légale du travail, c'est vrai que c'est un peu le parent pauvre de l'Union. Un des rôles aussi, je dirais, de l'Union européenne, c'est de financer des associations. C'est le cas de votre association, Passerelle, donc qui a 30 ans d'existence. Evelyne, Passerelle, c'est une association qui accompagne des personnes en grande difficulté, que ce soit en termes d'hébergement, d'accueil, de soutien parentalité, d'emploi. Justement, votre association a été soutenue par le Fonds Asile, Migration, Intégration, le FAMI. Qu'est-ce que ça représente financièrement et justement, quel est le rôle de l'Europe dans votre association? Donc effectivement, l'association Passerelle, donc c'est une centaine de salariés, un peu plus de 1000 personnes accompagnées chaque année, parmi les plus précaires de la société, et en partie beaucoup de personnes issues de la demande d'asile. Effectivement, l'Europe, en fait, nous on a répondu à un appel à projet expérimental du FAMI, donc du Fonds Asile, Migration, Intégration, en 2009, pour travailler sur l'intégration des réfugiés. Donc c'était totalement expérimental à l'époque, ça s'est beaucoup développé depuis, et on a été financé comme ça jusqu'en 2019, et aujourd'hui là, donc on a des dispositifs sur lesquels on va revenir tout à l'heure, mais effectivement, on attend la nouvelle programmation 2021-2027 sur les fonds européens. En tout cas, ça nous a permis de développer des dispositifs en faveur de l'intégration professionnelle des réfugiés, donc l'intégration au sens large et l'intégration professionnelle en particulier, dans la mesure où effectivement des personnes bénéficiaires de la protection internationale, comme je disais tout à l'heure, ont vocation à rester sur le territoire, ne souhaitent qu'une chose, en fait, trouver leur place dans la société et sortir des dispositifs d'aide. Et la meilleure façon de s'inclure dans un territoire et dans la société, c'est de travailler. Et donc, voilà, nous, on travaille sur ces éléments-là. Et comment vous aidez justement les réfugiés à trouver un emploi? Il faut quand même avoir quelques chiffres en tête parce que en 2019, le taux de chômage des réfugiés s'élevait à 34% contre 19% pour les autres populations immigrées, donc les primo-arrivants venus du Maghreb, venus d'Asie, d'Europe de l'Est. Justement, quel est votre rôle à la fois pour les réfugiés et puis aussi, j'imagine que vous aidez les entreprises à trouver la bonne personne à recruter? Donc effectivement, il s'agit d'un rôle de mise en relation. Donc tout le travail avec les personnes réfugiées va être d'abord de travailler sur toute la découverte en fait du fonctionnement du travail en France, parce que travailler les personnes qu'on accompagne, la très grande majorité ont déjà travaillé soit dans leur pays d'origine, soit le long de leur parcours migratoire. Mais travailler en Afghanistan et travailler en France, c'est pas du tout le même contexte professionnel, idem en Somalie, etc. Donc du coup, il y a vraiment d'abord toute une appréhension du fonctionnement du travail en France, tout ce qui est réglementaire, contrat de travail, etc. Et puis aussi du fonctionnement des entreprises industrielles, par exemple, comme chez vous, Monsieur Vallat. Enfin voilà, les industries, les entreprises industrielles en France ou d'agroalimentaire, etc. n'ont rien à voir avec ce qu'on a pu connaître. Donc on va visiter des entreprises, travailler sur le projet professionnel, travailler aussi sur l'apprentissage de la langue en situation professionnelle. Vraiment, l'expression en français, c'est un élément très important en situation de travail pour comprendre une consigne de sécurité, échanger avec ses collègues, pouvoir progresser dans l'entreprise. Et puis, du coup, on va aussi aller à la rencontre des entreprises pour comprendre repérer les besoins en recrutement qu'ont les entreprises sur les postes que peuvent occuper ces publics et faire le lien, la mise en relation et le suivi de l'intégration dans l'emploi. On va revenir tout à l'heure sur ces freins, la langue, les compétences. Mais Sylvie, Guillaume, juste pourquoi c'est si compliqué finalement de recruter des réfugiés alors que cette main-d'œuvre serait utile pour booster l'économie de l'Europe ou l'économie de la France? Écoutez, je pense que, vous savez, en matière de migration et d'asile, il y a quand même beaucoup de peurs qui sont soulevées partout dans l'Union. Vous savez que depuis ces dernières années, alors c'est un peu moins visible maintenant avec la crise du Covid-19, ça a un peu cristallisé les choses partout dans le monde et dans l'Union européenne aussi, et sur les traversées, même si elles reprennent maintenant. Mais la question de la migration et de l'asile
n'est pas toujours très très bien perçu par les sociétés d'accueil. Et il y a quand même beaucoup d'agitateurs de peur dans ce domaine. Et ma crainte, c'est que finalement, cette peur, elle domine. Ça, c'était pour l'aspect un peu général de l'opinion publique, mais je crois que c'est important parce que quelquefois, comme nous sommes, nous, les politiques, et nous agissons aussi avec le regard et ce qu'on entend de l'opinion publique, quelquefois les signaux ne sont pas toujours très très positifs. Il m'intéresse, je signale, d'avoir des démarches comme celle d'aujourd'hui et celles qui nous sont expliquées aujourd'hui. Mais ce qui est compliqué aussi, c'est parce que l'Union donne une impulsion en matière de réglementation, mais elle ne fait pas à la place des États membres. Et souvent, on se retrouve avec des réglementations qui sont extrêmement différentes et pas très au point. Elles sont mises au point par les États membres, par les autorités nationales et par les autorités locales. Donc, ça crée quelquefois une forme de l'illisibilité des règles qui est souvent attribuée à l'Union européenne, mais qui n'est pas souvent de sa responsabilité. Et donc, je crois que c'est vraiment là où il faut trouver une meilleure fluidité, avoir plus de précision européenne sous réserve, mais c'est quand même une condition très très importante que les États membres nous donnent cette capacité à le faire, ce qui pour l'instant n'est pas tout à fait le cas. Je reviens un instant parce que ce que disait Alain Beau est parfaitement juste sur les questions de famille. J'y ajoute une chose qui est que c'est aussi très compliqué pour des associations qui travaillent au quotidien d'avoir cet accès aux fonds européens. J'enfonce une porte ouverte en disant ça, c'est valable dans le domaine de l'insertion comme c'est valable dans tout un tas d'autres domaines. Parce que oui, il y a des réglementations européennes qui sont compliquées à appréhender. Mais souvent, notre pays a une tendance à rajouter de la complexité sur la complexité. Donc s'il y a un message aussi à faire passer auprès des autorités nationales, auprès des autorités locales, c'est qu'il faut faire confiance au secteur associatif, il faut faire confiance aux structures qui ont cette bonne préhension du terrain et qui savent que monter un projet d'intégration, c'est forcément quelque chose de très positif pour l'avenir. Et que donc cette surréglementation, le fait de produire 4 fois des bilans, 12 fois des justificatifs, bref, tout ce que toutes les associations et les employeurs connaissent, bien sûr, c'est important d'être dans de respecter la loi, je ne conteste pas cela, mais une surréglementation nuit à la fluidité des cours et je crois que c'est dommage pour les personnes, les travailleurs, comme c'est dommage pour les entreprises concernées ou les associations concernées. Vous, cette peur, Didier Valla, vous ne l'avez pas eue puisque vous avez recruté Noureddine, un Afghan. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Kuhn Oduro, une entreprise donc spécialisée dans la fabrication des machines agricoles. Vous êtes basé en Vendée et là, c'est pourtant une région où il y a quasi le plein emploi, mais il y a quand même des réels problèmes de recrutement. Pourquoi justement avoir fait appel à Noureddine ? C'est une excellente question. Déjà, je vous remercie de m'avoir invité. Le problème d'emploi dans notre secteur, en Vendée, je crois qu'on doit être dans la zone où le taux de chômage est un des plus bas en France, peut-être entre 4 et 5, de façon régulière. On est à côté des herbiers, donc voilà. Et cette question d'emploi, alors je crois qu'en Vendée, on a tout essayé, le recrutement en région parisienne. J'ai aussi de la main-d'œuvre polonaise, comme madame doit connaître, main-d'œuvre polonaise, un peu roumaine, donc qui vient par des agences spécialisées, donc des Européens. Et puis, on m'a posé la question, c'était en 2018, je pense, pourquoi pas intégrer, alors c'était mon service RH, de la main-d'œuvre migrante. J'ai dit, on va essayer. Donc, c'était l'association HOP par l'AFPA. Donc il y a eu une formation qui a été assurée par l'AFPA, donc en l'occurrence des métiers en tension que sont les soudeurs, mais ça c'est bien connu, soudeurs, monteurs, donc beaucoup de nombreux métiers liés à la mécanique et au montage. Et là on est en 2021, son intégration s'est bien déroulée, donc c'est une personne qui a appris le français, qui va passer son permis parce qu'il ne l'a pas encore. Ça veut dire que comme il habite La Roche-sur-Yon, nous on est à 25 km, il fait du covoiturage depuis 2 ans avec ses collègues. Ça veut dire qu'il y a une intégration globale qui s'est bien déroulée. Et puis j'ai discuté en venant ici avec son responsable. Il m'a dit c'est extra, ça se passe bien, il travaille.
Il y a eu forcément des appréhensions de la part du comité d'entreprise, parce que c'est pas aussi simple qu'on veut bien le dire, hein, même l'intégration de Polonais, etc. Donc il faut quand même expliquer au personnel ces problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Le bon sens vendéen fait que les gens se disent finalement il vaut mieux que ce soit eux qui viennent que le travail aille là-bas. Donc au bout d'un moment, ça fait son chemin. La nationalité afghane pose des questions par rapport à la religion, donc forcément ce sont des questions légitimes. Je pense que l'aspect de laïcité en France a dû être bien expliqué par les organismes dont Madame fait partie, et on n'entend pas parler, donc ça se passe très bien. On est en période de Ramadan, donc forcément le personnel souffre un peu. Donc globalement, je pense que c'est positif. Maintenant, c'est pas sans appréhension. Madame a parlé de peur. C'est indéniable qu'il peut y avoir tous les cas. Il faut savoir, il faut l'imaginer. Ce que je veux ajouter, j'ai la chance d'avoir l'expérience d'avoir travaillé en Allemagne, d'avoir travaillé aux Pays-Bas. La pénurie de main-d'œuvre, elle est européenne. Oui, en Allemagne. La société qui nous propose des soudeurs polonais nous dit mais un soudeur polonais, il a 2000 places en Europe, donc aussi bien en Allemagne qu'en Italie qu'en France. Et ce que je voulais préciser, je me le suis fait préciser encore hier, le salaire de Noureddine, c'est un peu plus de 2000 € net, x 13. Donc je pense que il est payé comme un Français. Je pense que c'est un salaire tout à fait honorable pour un soudeur. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui me paraissait important de dire. De le préciser. Mais justement, vous parlez de religion. Là, effectivement, on est en période de Ramadan. Est-ce que quand vous recrutez justement un migrant ou des réfugiés, on a cette peur, est-ce qu'ils ne soient pas intégristes? Est-ce que les formalités administratives sont bien respectées? Tout ça, c'est des peurs. Ce sont des questions que j'ai posées suite à l'incident qui s'est produit dans une ville française, malheureusement. Et j'ai été voir mon responsable RH, j'ai dit mais faites les papiers, là, comment ça se passe? Parce que je me pose toujours la question, comment quelqu'un qui travaille, qui est réfugié, peut, comment dirais-je, être naturalisé sans avoir de papier? Enfin, il y a des choses qui m'échappent. Donc, bon, alors, ils m'ont dit non, c'est bien réglé avec la préfecture, etc. Donc, chez nous, ça s'est bien fait, mais je ne sais pas comment ça se... Et forcément, ça alimente les peurs. Ce genre de choses, comment est-ce possible, voilà. Donc, mais bon, je répète, ça s'est bien passé, donc il n'y a pas de problème. Il y a quoi d'autre comme frein? La langue, les compétences aussi? Alors, effectivement, en fait, on peut voir effectivement partir des freins et puis on peut voir aussi les potentialités. Donc moi, je vois d'abord les potentialités et puis après, comment on lève effectivement toutes les difficultés périphériques qui vont permettre de concrètement s'intégrer dans l'entreprise. Et voilà, vous le disiez, hein, concrètement avec la situation de ce salarié, il y a l'apprentissage de la langue française en situation, sachant que du coup, pas mal de... Par exemple, en Afghanistan, chez les jeunes Afghans qui sont en France aujourd'hui, beaucoup n'ont pas pu être scolarisés. Leurs frères et sœurs plus aînés l'auront été, mais eux non, parce que les écoles étaient fermées quand ils étaient enfants. En Somalie aussi, hein, il y a en Érythrée, beaucoup d'enfants qui n'ont pas été scolarisés du tout, et d'adultes qui n'ont pas été scolarisés étant enfants. Et donc l'entrée dans l'apprentissage de la langue de manière très scolaire, etc., ça va être compliqué parce que du coup, il faut rester assis dans une salle, etc. C'est pas simple. Donc du coup, nous, ce qu'on va favoriser, c'est l'entrée dans la langue de manière concrète, en s'appuyant sur des situations concrètes, avec des ateliers d'expression à base de mettons dans la restauration, même si les restaurants sont un peu fermés en ce moment, mais voilà, sur des projets comme ça, et du coup, on va être là. Je prends cet exemple-là. Donc ça, c'est le verre, le set de table, le couteau, la fourchette, et c'est en situation de travail que le vocabulaire s'apprend. Donc c'est ce levier-là, hein, qui est repéré comme étant un frein, effectivement, mais le levier de l'apprentissage de la langue en situation de travail. Aussi la mobilité, parce qu'effectivement, aujourd'hui, pour passer le permis, les gens qui ont eu 16 ans avant je ne sais plus quelle année, il faut avoir passé le BSR ou l'ASR. Enfin bon, voilà, il y a tout un tas de démarches à faire. Et puis l'apprentissage du code de la route, c'est compliqué aussi, hein, quand on ne maîtrise pas bien la langue française. Donc il faut pouvoir... les gens sont mobilisés sur tout un tas de choses. Ils recherchent un logement,
logement, ils recherchent un emploi, ils ont une situation familiale, la famille qui est restée au pays, etc. Et en plus, il faut aller au corps de code de la route. Ça ne se fait pas tout de suite et ça coûte aussi de l'argent le permis. Donc, en termes de solutions mobilité, ça se trouve beaucoup avec l'entourage aussi. Alors, les gens font du vélo, utilisent des scooters, mais sur des longues distances, du vélo aujourd'hui, et puis le covoiturage avec les collègues de travail. Donc ça fonctionne bien. Et puis une des grandes difficultés aussi, c'est l'accès au logement. Puisque les personnes certaines vont pouvoir être hébergées le temps de la demande d'asile, mais une fois qu'ils obtiennent le statut, ça s'arrête. Et puis malheureusement, beaucoup de personnes sont aussi sans hébergement stable, sans logement stable. Donc finalement, c'est souvent l'accès à l'emploi, et on voit avec des salaires qui sont tout à fait corrects, qui va permettre finalement l'accès au logement. Et donc voilà, c'est pour ça que nous on travaille aussi en se disant l'entrée dans l'emploi, l'intégration dans l'emploi va permettre finalement de lever l'ensemble des autres difficultés. Et justement, c'est une belle opportunité pour les entreprises aussi. Oui. Enfin, effectivement, je pense que les entreprises, elles ont besoin d'être accompagnées aussi dans certaines régions de France, d'avoir des populations qui parlent différentes langues, etc. C'est classique. Dans notre région et en Vendée en particulier, ça l'est moins. Donc, il y a vraiment besoin d'accompagner les salariés, les chefs d'équipe, les collègues pour faciliter cette intégration. Et on voit que quand c'est bien accompagné, comme pour chez vous, en fait, ça se passe super bien. Vous avez été accompagné, Didier Valla, par une association dont vous avez cité le nom. Et est-ce que si la CCI a eu une implication particulière ? J'avoue que non. Mais bon, voilà, ça s'est passé directement. En fait, à partir du moment où on cherche du personnel, ça se passe par les sociétés qui s'en occupent. Mais la CCI, non. Pourtant, je suis élu à la CCI, mais ça n'a pas joué un rôle particulier à ce niveau-là. La CCI, par contre, vous avez été pour un autre dispositif adhéré, justement. Juste, Hope, pour préciser, c'est un dispositif qui existe dans toute la France, qui se fait en lien avec les structures de l'AFPA et avec des entreprises de travail temporaire d'insertion qui donc proposent dans un premier temps de la formation métier avec beaucoup de français aussi, et après permet la mise en relation emploi via un contrat d'intérim d'insertion, et travaille avec l'entreprise et le salarié sur cette intégration dans le poste avant que l'entreprise recrute derrière. Donc ça, c'est un dispositif qui existe sur l'ensemble de la France. Et il y a aussi le dispositif d'inclusion par l'emploi adhéré, dont là, la CCI a participé à ce consortium. Quel est justement ce rôle adhéré ? Donc adhérer, ça veut dire action départementale pour l'emploi des réfugiés. Donc c'est un dispositif qui est mis en place en Vendée. On est financé à 80% par des fonds publics, dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences sur le volet intégration professionnelle des réfugiés. On espère obtenir un cofinancement pour les 20% restants via le FAMI. On attend avec impatience l'appel à projet. Et donc effectivement, on a monté un consortium à partir de nos expérimentations depuis 10 ans, incluant des gens de la culture. Donc on a une scène de musique actuelle, on a une radio locale, on a des associations sportives, et puis on a une agence temporaire d'intérim d'insertion, on a un club d'entreprise face Vendée. Donc l'agence temporaire d'insertion, c'est City Intérim, et puis on a effectivement la CCI, et l'idée de travailler avec la CCI vraiment en partenariat affiché comme ça dans le cadre d'un consortium, c'est vraiment ce qu'on fait aujourd'hui finalement, de sensibiliser les entreprises, de bien communiquer sur le recrutement des réfugiés, en quoi c'est une opportunité pour les entreprises, c'est une vraie solution de recrutement, et en plus on vous propose un accompagnement pour faciliter cette intégration. Donc le rôle de la CCI est vraiment un rôle de communication. C'est une expérimentation régionale, mais pourquoi pas essayer de C'est tout à fait duplicable. Donc effectivement, il y a plein de dispositifs en France, mais tel que celui-là, il n'y en a pas. Et avec l'implication de la CCI, c'est vraiment le seul projet du programme PIC qui est avec la CCI dans les partenaires opérationnels. Et c'est tout à fait duplicable ailleurs sur l'ensemble du territoire. Noureddine, je voudrais juste qu'on reparle de vous avec Noureddine. Ça fait combien de temps qu'il est dans votre entreprise ? Quel a été le bénéfice pour votre entreprise, justement ?
Ce sont des personnes, j'imagine, très volontaires. Ça se passe très très bien, très volontaire. Ça doit faire 3 ans qu'il est chez nous et ça se déroule très très bien. En plus, il est dans un métier en tension qui est la soudure. Oui. À ce qu'on m'a dit, il avait une formation de mécanicien en Afghanistan, donc je pense qu'il y avait déjà quelques bases. Et ce qui a beaucoup joué dans son intégration, c'est le fait qu'il parle français. Quand il a pu, grâce à l'association HOP, là, il a pu apprendre le français, ça s'est bien passé. Et ça a permis une intégration plus rapide. Et on peut le comparer avec nos Polonais ou avec lesquels on est obligé de parler en anglais. Donc c'est pas toujours facile pour la main-d'œuvre européenne. Là, le fait d'avoir ce support en français, ça a quand même beaucoup aidé à son intégration. Et ça se passe bien. Maintenant, bon, après, la vie privée de chacun, je ne la connais pas plus. Voilà. Et ça a été compliqué pour vous de recruter un réfugié? C'est parce que c'est un métier qui n'est pas demandé, valorisé, qui n'est pas attractif? Le problème, c'est ce que j'ai expliqué tout à fait au début. Nos métiers en tension, de soudure, etc., font que nous recrutons de façon permanente. Là, aujourd'hui, c'est une vingtaine de personnes dont on a besoin, qui doivent se répartir peut-être moitié soudeur, moitié monteur. Mais c'est un problème structurel que j'entends chez mes collègues de l'agroalimentaire, mes collègues de mécanique, hydraulique, même dans le bâtiment. Donc on a, je pense, dans notre secteur de Vendée, j'imagine une pénurie, on va dire, permanente de main-d'œuvre. Je dois dire que même avec les fournisseurs, nos fournisseurs, une des parties de rupture des supply chains que l'on a actuellement en Europe est probablement liée à ces problèmes de main-d'œuvre. Je disais tout à l'heure, moi je suis convaincu qu'il y a effectivement une pénurie de main-d'œuvre en Europe. Je pense que quand Angela Merkel a décidé il y a 2-3 ans d'intégrer 1 million de personnes, c'était probablement qu'il y avait déjà un manque. L'Italie, pareil. Donc, ce sont les grands pays industriels de l'Europe. Et nous, si on a les Polonais, c'est parce qu'on a bénéficié du Brexit, puisque les Polonais ont été un peu remerciés d'Angleterre. Et donc, il y a eu un apport de Polonais pour la partie ouest de la France. Je voudrais maintenant qu'on écoute un autre témoignage, celui de Michel Mérian, qui est le DRH de l'entreprise Charrier, une entreprise basée en Loire-Atlantique et spécialisée dans les travaux publics. Nous allons tout de suite écouter son témoignage. Michel Mérian, je suis donc DRH de l'entreprise Charrier depuis maintenant plus de 20 ans. Pour vous dire 2 mots de l'entreprise Charrier, c'est d'abord une société qui a été fondée en 1897, donc à 124 ans aujourd'hui d'existence. Elle a la particularité d'être une entreprise familiale, donc dont l'actionnariat est 100% familial. Une entreprise de travaux publics. Alors, dans les travaux publics, on différencie différents métiers, la voirie, le terrassement, la déconstruction, le génie civil. Et puis également les granulats, alors que ce soit terrestre ou marin, et sur la partie terrestre, avec le recyclage des matériaux. L'entreprise compte 1400 salariés, dont une centaine de salariés en alternance. Elle est implantée dans la région Grand Ouest et elle s'inscrit vraiment sur son territoire. Nous sommes vraiment acteurs sur notre territoire. Alors, qu'est-ce qui se passe en 2018? En 2018, il y a l'information du square d'Allier à Nantes et puis des centaines de migrants qui y sont installés. De par notre ADN RSE et acteurs sur le territoire, on propose de lancer une action tournée vers le public des migrants. Et comme j'aime bien faire les choses en collectif, j'invite autour de la table FAST 44, le SSIO, les compagnons du Tour de France, et puis les apprentis d'Auteuil, et puis petit à petit, au fur et à mesure de nos réunions, viennent ProBTP, LOPKTP, Action Logement. Et donc, ensemble, on fait notre première démarche qu'on a appelée Agile. Alors, Agile avec un J, Agir pour les jeunes
et l'insertion pour les lancer vers l'emploi, donc notre locomotive, avec une première expérience en 2018, que nous avons renouvelé en 2019, avec toujours, après le Agile 1, le Agile 2, avec un public de 10 personnes, dont 9 venaient du Soudan et une personne qui venait du Guinée-Conakry. C'est une expérience, c'est d'abord une expérience humaine, à valeur humaine, avec beaucoup de problématiques qu'il faut résoudre. Mais avec l'ensemble des acteurs autour de la table, nous avons réussi en fait sur la dernière session J2 à avoir nos 10 personnes motivées pour se former à un contrat de professionnalisation qu'on appelle maçon VRD, voirie réseau divers, et bâtir cette formation avec 25% du temps avec les compagnons du Tour de France et puis le reste en agence. Sachant que dans ce cursus, il y avait un mois consacré à la partie enseignement général et remise à niveau au niveau de la langue. Que je retiens de ces expériences, d'abord, quand on dit ces personnes qui sont arrivées en France n'ont rien, je crois qu'il faut se rendre compte qu'effectivement, ils n'ont rien, quoi. Là-dessus, le SSIO, le service social interentreprise de l'Ouest, nous ont beaucoup aidé pour accompagner ces personnes, un par un, parce que se posaient les problématiques de transport, se posaient les problématiques de logement, et nous avons dû, au fur et à mesure, faire en sorte de les accompagner afin qu'ils ne nous lâchent pas, en fait, pendant le parcours. Donc on a réussi, la dernière Agile 2, à conduire les 10 personnes à passer leur titre de contrat pro. Les 10 ont réussi donc un bilan vraiment positif, et puis quand je parlais de valeurs humaines, qui a soulevé de la fierté au niveau des équipes, et puis de l'entraide. Certains ont donné par exemple des dons de vélo pour que les personnes puissent se véhiculer alors la semaine ou le week-end. Voilà ce que je peux dire sur l'expérience. Je ne sais pas si tu as des questions, voilà. Non, c'est très bien. Non, c'est parfait. Alors peut-être maintenant pour nos auditeurs et surtout nos membres de la table ronde, si vous aviez une proposition ou une question ou une amélioration des dispositifs, quelle serait-elle? Ou une question? Moi, j'avais surtout une question de fond, en fait. C'est pourquoi on ne communique pas plus souvent sur la migration de façon un peu plus constructive et positive, en fait. On s'aperçoit que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on en vient à parler du square d'Allier. Et souvent, en fait, on se rend compte que quand on pose cette question-là de l'intégration de personnes migrantes, alors nous, du coup, on va communiquer de manière positive et solidaire, mais bien souvent, en fait, je dirais de manière générale, ce qu'on entend dans les médias, c'est surtout des choses plutôt négatives, quoi. Donc, pourquoi on ne pourrait pas changer ce discours et avoir un discours un peu plus positif sur la migration? Merci, ma question. Justement, Sylvie, Guillaume, qu'est-ce que vous vouliez répondre à la question donc, de Michel Mérian? D'abord, je le félicite, je le remercie et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux à partager ce type de constat parce qu'il est tout à fait juste. On a une espèce d'invective permanente s'agissant de la question de la migration et jamais on met en valeur des exemples positifs. Et ceux que vous avez évoqués, qu'ils soient à titre individuel ou plus collectif, dans le domaine de l'industrie, par exemple, sont extrêmement importants. Il faut valoriser ces exemples positifs. Mais il faut valoriser aussi dans d'autres domaines. Regardez, pendant la crise du Covid-19, on est encore dedans, vous le direz. On a vu l'importance des métiers de la santé et du soin aux personnes. Dans ce domaine-là,
si les travailleurs étrangers ne sont pas présents, je pense que des pans entiers vont s'effondrer dans ces métiers dits du care, comme on dit. Et d'ailleurs, tout à l'heure, M. Valla y faisait allusion. En Italie, on a un cruel manque de main-d'œuvre, et ce domaine du care est tout à fait important. Il y a quelques années encore, un dirigeant italien avait eu l'idée de renvoyer chez elle toutes les personnes, les femmes en l'occurrence, qui étaient des soutiens auprès des personnes âgées en Italie. Il s'est très très vite rendu compte que s'il faisait cela, il y a des pans entiers de l'économie italienne qui allaient s'effondrer, et surtout que les personnes qui avaient besoin de cette aide-là allaient être complètement désemparées. Une autre référence a été faite à l'Allemagne tout à l'heure. Alors, je n'ai pas tout à fait la même appréciation que ce qui a été mentionné tout à l'heure sur le 1 million de personnes intégrées par Mme Merkel, mais peu importe, ce n'est pas le problème. Là aussi, la démographie allemande est une démographie qui vieillit. Dans moins de 15 ans, je pense maintenant moins de 10 ans, le nombre d'actifs ne sera plus suffisant pour venir en aide aux inactifs. Donc, on voit qu'on a là à la fois une nécessité économique, une nécessité morale et la nécessité aussi de valoriser cette démarche positive qui a été exprimée par vous tous. Deux remarques quand même pour alimenter notre discussion. D'abord, ce à quoi faisait allusion M. Valla, c'est la migration intra-européenne. Alors, ça ne relève pas tout à fait des mêmes règles que la partie des travailleurs des pays tiers, puisque une grosse partie de ce travail est liée à ce qu'on appelle le travail détaché. Et là aussi, quand j'entends certains politiques tomber à bras raccourcis, critiquer la directive sur le détachement des travailleurs et dire que ça ne devrait pas exister, je pense que ces gens-là n'ont pas conscience de la réalité. Parce que justement, il faut que les directives et que la réglementation sur le travail détaché soient encore plus serrées pour éviter qu'il y ait du dumping social, pour éviter qu'il y ait de la concurrence entre les gens qui travaillent, pour justement éviter qu'il y ait des boîtes, notamment des boîtes d'intérim qui ne sont d'ailleurs pas nécessairement dans le pays concerné, qui sont des boîtes véreuses, viennent utiliser les travailleurs et dévoyer les règles. Donc, soyons très fermes aussi sur l'aspect positif du détachement des travailleurs et sa future réglementation. Et vraiment, et le dernier point, parce qu'on a à la fois cette partie des migrants économiques, on a la question des réfugiés. Je crois que tout le monde fait cette distinction, même si du point de vue purement légal, parce que sur le reste, la mobilité des gens relève d'eux-mêmes. Mais j'introduis ce petit élément sur la question des mineurs. Alors, je ne sais pas si la personne qui a été embauchée par M. Valla tout à l'heure était mineure quand elle a commencé et elle ne l'est plus maintenant, mais on a beaucoup d'exemples de jeunes gens qui font l'objet d'une très grande bienveillance de la part des employeurs, qui les forment, ils sont apprentis, ils deviennent quelquefois les meilleurs dans leur domaine et ils deviennent majeurs. Et donc ces mineurs non accompagnés au démarrage qui deviennent des majeurs représentent pour les autorités une problématique qu'elles n'arrivent pas à surmonter. Je crois vraiment qu'il faut qu'on avance et qu'on évolue sur ce domaine. On parlera de cette question des mineurs tout à l'heure. Je voudrais avec vous, Sylvie Guillaume, évoquer le fait que le 23 septembre 2020, la Commission européenne a présenté un nouveau pacte européen sur la migration et sur l'asile. Surveillance renforcée des frontières extérieures, réforme de l'asile, relocalisation et retour. Les changements prévus sont de taille. Mais que pensez-vous concrètement de ces nouvelles propositions ? On passe du local à cette démarche très, très européenne. C'est un grand écart. Et pour vous répondre rapidement et un peu brutalement, l'Union européenne et les États membres ont éprouvé plusieurs propositions s'agissant des questions de flux de migration et se heurtent systématiquement à deux éléments. Le premier, c'est que souvent les règles sont conçues pour une situation relativement normale, et déjà dans ce cas-là, elles ne fonctionnent pas forcément nécessairement très très bien. Elles ne sont pas adaptées à des situations d'urgence. Tout à l'heure, on faisait référence à l'arrivée des réfugiés, notamment des réfugiés syriens en 2015. Là, on était dans une situation d'urgence et une situation d'afflux massif, et manifestement, les règles ne sont pas conçues comme ça. Donc, on a cette problématique. Et la deuxième grosse problématique, j'y reviens, c'est que selon les États membres, on a des intérêts divergents, on les fait valoir,
Et donc, l'aspect de solidarité dans la prise en charge des règles communes n'est pas la valeur la mieux partagée. Et donc, toute chose égale par ailleurs, le nouveau pacte qui a été présenté fin 2020 part de constats qui sont parfaitement exacts, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont plus confrontés que d'autres à la migration et aux arrivées dans l'Union européenne. C'est le cas de la Grèce, c'est le cas d'Italie, c'est le cas d'Espagne maintenant. Ça fait le constat effectivement qu'il y a des États membres qui refusent d'accueillir des migrants ou des réfugiés. Le gouvernement hongrois dit non à toute arrivée de migrants. Le gouvernement slovaque n'en est pas loin. Et je vous parie que le suivant sera le gouvernement slovène. Donc on fait aussi le constat que c'est pas efficace et que c'est pas normal que les gens aient à franchir dans des conditions apocalyptiques des frontières ou bien se noient en Méditerranée, mais on n'en tire pas les bonnes conclusions. Et pour faire trop vite, parce que sinon mon propos serait trop long, les propositions de ce pacte ne traitent pas les problèmes à la racine et ne font pas valoir une réelle solidarité dans la prise en charge des personnes réfugiées ou des migrants dans l'Union européenne. Et ça, c'est un problème vraiment très, très compliqué à résoudre. Il y a un autre problème aussi, c'est le fait qu'il n'y ait pas finalement de régime d'asile européen commun. Et là aussi, l'Union européenne y travaille. Où est-ce qu'on en est? Enfin, qu'est-ce qui va être fait dans le futur? Ce régime commun de l'asile existe. C'est d'ailleurs une des compétences de migration et d'asile qui est la plus aboutie, la plus européanisée dans notre jargon. Le problème, c'est que ce régime part d'un principe initial qui n'est pas juste. Il part du principe que tous les régimes d'asile dans l'Union européenne sont communs, enfin sont aussi élaborés, c'est-à-dire qu'on peut être dans une situation de réfugié en Suède et en Bulgarie et avoir le même type de traitement de votre demande, ce qui n'est pas juste. Et donc, cette distorsion embolise complètement le problème et renforce justement cette absence de solidarité entre les États membres et cette absence de règles communes. Donc là où il faut agir, ça n'est pas sur la distinction, c'est sur ce qui nous rassemble au sein de l'Union pour traiter de façon commune la question des réfugiés et la question des demandeurs d'asile. Je voudrais donc qu'on évoque aussi donc, cette question des mineurs dont vous aviez évoqué. Et justement, dans la salle, Éric Groux a une question à poser à propos des mineurs quand ils sont réfugiés. Oui, bonjour. Je voulais peut-être reprendre quelques petites idées préalablement parce que je voulais confirmer tous les propos qui ont été tenus. La migration, ça fait partie. On a besoin de main-d'œuvre et on se doit d'accueillir des personnes. Vous avez tous lu la BD sur l'histoire d'Hakim, notamment. Et dans un certain nombre de cas, c'est fondé qu'ils quittent leur territoire. Et puis, il y a une manière de les accueillir. J'aime bien la phrase de Victor Hugo qui dit ouvrez une école, vous fermerez des prisons. C'est le meilleur moyen de les insérer et on en a besoin. Alors, les chambres de commerce sont un établissement public. On n'a pas vocation à avoir le monopole de l'accompagnement des migrants. On est là un facilitateur, on a un rôle de metteur ensemble. Nos trois préoccupations, c'est l'individu, c'est l'entreprise et c'est le territoire. L'individu, c'est clair que c'est une population. On accueille dans nos centres de formation, la chambre de commerce, à peu près 25 à 30 mineurs non accompagnés. Et on peut dire que j'ai envie de vous citer Nietzsche. Nietzsche disait il faut un chaos en soi pour enfanter une étoile qui danse. Je peux vous dire qu'ils accrochent leur charrue aux étoiles et qu'ils tirent un sillon droit. C'est une population extrêmement attachante, c'est une population fidèle, c'est une population travailleuse. Et c'est une belle main d'œuvre. Enfin, je crois que le témoignage de mon collègue, la CCI de Vendée, le révélait. C'est un très bel exemple. Et nous, dans nos centres, on ne peut que se réjouir de ce type de population qui est travailleuse, qui a envie d'apprendre. Rapidement, juste, Éric Groux, vous pouvez vous présenter, donc vous êtes élu. Ah oui, pardon, je suis vice-président de la Chambre régionale de commerce et d'industrie et en charge justement de l'emploi, de la formation et des compétences. Pardon, excusez-moi, j'aurais dû commencer par ça. Donc voilà, alors je voudrais aussi saluer le travail des associations, parce que c'est clair que c'est des jeunes qui doivent être accompagnés, il y a des aspects administratifs, il faut leur trouver un logement, etc. Nous faisons un programme sur mesure, notamment pour l'apprentissage du français, et leur donner quelques repères, quelques règles. Enfin, je crois que ça a été très très bien dit.
Deuxième chose, on travaille effectivement avec les entreprises, avec les différentes filières. On a un certain nombre de secteurs en tension. Il y a des beaux métiers là-dedans, ça peut être dans le bâtiment, ça peut être dans l'hôtellerie-restauration. Et ces jeunes-là peuvent s'y épanouir. Donc c'est notre rôle d'être le metteur ensemble, de contribuer à faire que ces jeunes qu'on forme puissent trouver, souvent en alternance, souvent par le biais de l'apprentissage, un emploi et un emploi à la sortie. Et puis la troisième chose que je voudrais évoquer, c'était le territoire, c'est la complexité aujourd'hui, effectivement, des différentes mesures. Était très bien souligné tout à l'heure le cas de mineurs. Un mineur, on va le prendre en centre d'apprentissage, à un moment donné, il devient majeur. Dans les 3 mois, il doit avoir régularisé sa situation. Il est sans carte de séjour. Un mineur en France, on est obligé, c'est la règle, hein, on le forme et on doit l'insérer, etc. Pas de question. Un majeur, s'il n'a pas de carte de séjour, on le renvoie à la frontière. Donc il n'y a pas de doute qu'il faut qu'on arrive à trouver des solutions, et ça veut dire aussi qu'il faut qu'on soit dans le préventif. C'est-à-dire qu'à la fois le chef d'entreprise, maître d'apprentissage, qu'à la fois les associations, qu'à la fois nous-mêmes, l'ensemble des centres de formation, on soit hyper sensibilisés à ça et qu'on sensibilise le jeune de manière à lui faciliter les tâches et qu'il puisse accomplir toutes les formalités. Alors il existe, je vais arriver à ma question, pardon. Il existe des plateformes aujourd'hui qui ont été déployées sur les territoires. Je crois que c'est le cas en Sarthe, ça vient d'être implanté, je crois, en Maine-et-Loire. Mais je crois qu'il faut dupliquer ça absolument au niveau régional, voire au niveau national. Et simplifier toutes ces mesures-là de telle sorte qu'on ne se retrouve pas dans des situations de crise comme les télévisions ou la presse a relaté, quoi. D'où votre question, c'est de savoir si ça peut être déployé. Voilà, est-ce que ça peut être déployé? Est-ce qu'on peut trouver un dispositif qui à la fois comment on va dire, sécurise et simplifie. Enfin, je devrais peut-être démarrer par simplifier pour le jeune et sécurise, parce qu'ok, on ne peut pas accueillir non plus tout le monde, il faut quand même regarder à qui on a affaire, un majeur migrant qui est là, oui, normal, on doit examiner son dossier, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit quand même plus simple et qu'on arrive chaque fois à des situations de crise, surtout qu'encore une fois, c'est des beaux publics et les entreprises en ont besoin. Qu'est-ce qu'on peut faire justement, Sylvie Guillaume, pour cette question des mineurs? Ah, pardon. C'est une question pas simple, c'est vrai. Cette question se posait à nouveau à moi pour une raison bien simple, c'est que la question de l'entrée et du séjour des étrangers en France relève de la partie nationale, et c'est donc, je suis obligée de renvoyer à la réglementation nationale et ses incohérences parfois. Sur cette question des mineurs non accompagnés, monsieur, vous avez raison, ce n'était pas vraiment une question. Je pense qu'il y a à trouver, dans le respect des règles, une facilitation de la régularisation de leur statut. Parce qu'il n'est pas admissible que l'État français, par l'intermédiaire de ses entreprises, investisse sur des capacités de ces jeunes gens pour finalement perdre cette capacité et renvoyer, dans le meilleur des cas, ces personnes chez elles. Donc, la question de l'intérêt supérieur de l'enfant se pose à un moment donné, et je pense qu'il faut surtout aussi travailler à démultiplier les initiatives que vous avez prises de manière à ce que la suspicion, qui est toujours celle qui est opposée à la situation d'un mineur, ne soit pas la règle de démarrage. Donc, travaillons sur le partage des bonnes pratiques, travaillons sur une réglementation qui soit moins tatillonne et moins compliquée. Regardez par exemple la question de comment on détermine l'âge du mineur. C'est quelque chose qui fait l'objet de beaucoup de rapports dans les médias, avec des scandales qui existent à la manière de déterminer l'âge des mineurs. Donc travaillons à de meilleures réglementations, de meilleures règles, et travaillons justement à lever cette suspicion systématique du motif qui font que ces jeunes viennent en France, viennent chercher un refuge en France. Ils viennent, on ne quitte pas son pays simplement sur un coup de tête parce qu'on a envie de partir de chez soi. On part à cause de la pauvreté, on part à cause des guerres, on part à cause des conflits. La migration a toujours existé dans le monde et continuera probablement d'exister toujours. Il faut la réglementer, il faut lui donner un espace justement de visibilité positif dans l'intérêt respectif à la fois des personnes qui bougent et à la fois une société d'accueil qui accueille ces personnes. Pardon. Merci Sylvie Guillaume. Didier Vallat, un mot pour conclure justement aux chefs d'entreprise qui, comme vous, vont recruter
des migrés, des réfugiés? Je pense qu'il ne faut pas hésiter avec tout ce que je viens d'entendre. J'ai juste une petite remarque, même si c'est la conclusion, par rapport aux mineurs. Si je prends l'exemple de chez moi, toutes les fiches de poste, si vous n'avez pas 18 ans, c'est compliqué. Donc madame a raison, la réglementation nationale, quand vous avez en dessous de 18 ans, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est vrai que si en plus vous êtes migrant, vous cumulez beaucoup de difficultés. Bon, sinon, moi je pense que c'est quelque chose de positif. Je pense qu'il faut qu'on soit, madame a raison, il faut à un moment donné être conscient. Alors c'est vrai qu'en France, on a eu 8% de chômage, peut-être un peu plus, les Allemands un peu moins, etc. Donc il faut être conscient qu'on a une pénurie de main-d'œuvre et qu'à un moment donné, il faut franchir le cap. Et alors c'est vrai qu'un chef d'entreprise, il pense essentiellement à son entreprise. On est un peu égoïste, un peu égocentré, etc. Mais si on veut que ça tourne, il faut effectivement qu'on ait de la main-d'œuvre, quelle qu'elle soit. Et ça me paraît important. Et la solution migrant est une solution aussi qu'il ne faut pas écarter et qui est positive. Et qui est une belle opportunité. Voilà. Vous confirmez aussi, grâce aux différentes personnes que vous avez pu voir et aussi aux chefs d'entreprise que vous avez pu aider. Bah oui, c'est une opération gagnant-gagnant, quoi. C'est une opportunité pour tout le monde. Ça permet à des gens qui effectivement ont fui. Enfin, je crois que vous avez vraiment raison, Madame Guillaume. Les gens ils fuient pas leur pays par plaisir. Hein. Donc ils ont envie de bien vivre. Ils ont envie de travailler. Ils sont vraiment motivés pour s'intégrer et trouver leur juste place là dans notre société. Et puis c'est une chance pour les entreprises qui du coup peuvent recruter du personnel qu'elles vont pouvoir aussi qualifier, faire monter en compétences et puis installer durablement dans l'entreprise. Je pense que c'est aussi important pour un chef d'entreprise d'avoir des gens qui soient sur qui ils peuvent compter sur la durée. Et puis j'en profite pour remercier vraiment la CCI pour l'organisation de cette table ronde parce que c'est courageux et je suis vraiment très ravie de participer à cette table ronde et c'est très chouette. Ben, tant mieux si ça vous a plu. Merci à tous les trois. Merci à Sylvie Guillaume. Merci à vous, Evelyne Dour. Merci Didier Valla. Il faut donc promouvoir l'immigration européenne de manière légale. Vous l'avez compris, les réfugiés qui ont pour ambition de s'installer durablement en France sont donc l'opportunité d'une nouvelle source de recrutement pour vous, les entreprises. Et vous pouvez être accompagné donc à la fois par la CCI et aussi par des associations. Merci à tous de nous avoir suivis. Ces deux tables rondes, donc à la fois sur le plan de relance qu'on a écouté ce matin et puis cette dernière table ronde sur la question des réfugiés et du recrutement sont disponibles sur la chaîne de la CCI Pays de la Loire, sur la chaîne YouTube. Et puis je laisse le mot de la fin à Alain Schlesser, qui est le directeur général de la CCI Pays de la Loire, qui va venir nous rejoindre sur cette table ronde. Merci à tous. Oui. Merci à tous, merci de votre participation. Merci à nos deux députées européennes. Vous avez constaté que c'était une table ronde avec essentiellement... Ça marche, on vous entend. Avec essentiellement des femmes, c'est pas tous les jours. Nous avions une large majorité, merci Monsieur Valla d'avoir représenté la jante masculine cette fois. Mon mot de conclusion serait un discours d'optimisme. D'une part, vous avez vu que dans la première table ronde, il y a pas mal de dispositifs de financement des entreprises actuellement disponibles et que c'est peut-être un peu compliqué de s'y retrouver parfois. Et je vous invite donc vraiment à aller sur le site entreprisepayloire.fr où vous retrouverez toutes les réponses à vos questions sur ce sujet et vous trouverez surtout les coordonnées de vos correspondants, que ce soit dans les CCI, au Conseil régional, dans les structures de l'État ou même à Pays de Loire Europe, hein, puisqu'ils sont tous référencés sur cette plateforme. Pour la deuxième table ronde, discours d'optimisme également, j'avais envie de juste vous rappeler une chose. Déjà dans Germinal, Zola mettait en avant le fait qu'il y avait de la migration à l'époque des Flamands qui venaient, entre guillemets, prendre le boulot dans les charbonnages belges. Ensuite, nous avons eu la migration des Italiens, des Espagnols, des Polonais, vous êtes revenus dessus, sur ce sujet, des Portugais. Moi qui suis luxembourgeois, je peux dire 25% de la population luxembourgeoise était portugaise à un moment. Et puis plus récemment, certains d'entre vous se souviennent de cette problématique des boat people,
Combien y a-t-il dans les années 75-76 de boat people qui ont été accueillis en France et en Europe? Aujourd'hui, ils sont parfaitement intégrés. J'ai vécu personnellement cette expérience avec mes parents. Ces gens sont aujourd'hui, ont créé leur restaurant, leur petite entreprise, leur entreprise électronique. Et ils participent au développement économique de nos territoires. Donc je trouve que c'est un message d'optimisme fantastique. Il faut se dire que c'est comme ça que ça va se passer pour les migrants de cette fois-ci, de cette période-ci. Je terminerai pour vous dire que tout ceci n'est pas une fin, c'est un début. Vous avez des coordonnées qui s'affichent notamment sur les problématiques de migrants. Gaël Baignon, mais aussi Véronique Quéré, qui est avec nous à la CCI 44. Et puis, d'une façon plus globale, l'ensemble des CCI continue ce genre de table ronde toute la semaine. Il y aura une synthèse qui sera faite table ronde par table ronde. Et